Adam n'était pas le premier, la vérité scientifique de Spinoza. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné depuis votre enfance sur l'origine de l'humanité soit complètement faux. Que diriez-vous si je vous révélais qu'un brillant philosophe du XVIIe siècle avait déjà découvert cette vérité choquante, des siècles avant que la science moderne ne la confirme? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les découvertes archéologiques contredisent systématiquement les récits bibliques? Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que nous croyons savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces vérités cachées. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des plus grandes controverses intellectuelles de l'histoire humaine. L'histoire de Baruch Spinoza, un homme qui osa défier non seulement l'establishment religieux de son époque, mais qui anticipa les découvertes scientifiques qui ne seraient confirmées que 3 siècles plus tard. Êtes-vous prêt à découvrir comment un seul homme a eu le courage de dire la vérité quand le monde entier vivait dans le mensonge? L'homme qui défia Dieu. Baruch Spinoza. Vous pensez connaître la rébellion? Laissez-moi vous parler de Baruch Spinoza, un homme né à Amsterdam en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais. Mais que se passe-t-il quand le fils le plus brillant d'une communauté religieuse commence à poser les questions que personne n'ose formuler? Imaginez la scène. Nous sommes en 1656 dans une synagogue bondée d'Amsterdam. Le jeune Spinoza, alors âgé de seulement 23 ans, écoute les rabbins réciter les mêmes histoires qu'il entend depuis son enfance. Mais cette fois, quelque chose en lui se rebelle. Comment Adam et Ève pourraient-ils être les premiers humains si les récits ne tiennent pas debout face à la logique la plus élémentaire? La famille de Spinoza avait fui l'Inquisition espagnole, cherchant refuge dans la tolérance relative des Pays-Bas. Ironie du sort, c'est dans ce refuge même que Baruch allait développer les idées les plus dangereuses de son époque. Savez-vous ce qui se passe quand un génie intellectuel grandit dans une atmosphère de persécution religieuse? Il apprend très tôt à distinguer la vérité des dogmes imposés par la peur. Dès son adolescence, Spinoza se distingue par son intelligence exceptionnelle. Il maîtrise parfaitement l'hébreu, le latin, le portugais, l'espagnol et le néerlandais. Mais surtout, il possède cette qualité rare qui terrorise tous les pouvoirs établis. Il pose les bonnes questions. Pourquoi les textes sacrés contiennent-ils des contradictions flagrantes? Comment concilier l'idée d'un Dieu parfait avec les imperfections évidentes de la création? Et surtout, pourquoi accepter aveuglément des récits qui défient toute logique? Les rabbins d'Amsterdam commencent à s'inquiéter. Ce jeune homme brillant remet en question non seulement les détails de la Torah, mais ses fondements mêmes. Quand Spinoza suggère que Moïse n'a pas pu écrire tous les livres qu'on lui attribue, une évidence historique aujourd'hui acceptée par tous les spécialistes, c'est un scandale. Mais quand il ose suggérer qu'Adam n'était peut-être pas le premier homme, mais plutôt un symbole représentant l'humanité primitive, c'est l'hérésie absolue. Pouvez-vous imaginer le courage qu'il fallait à cette époque pour exprimer de telles idées? Nous parlons d'une époque où l'Inquisition brûlait encore des hérétiques, où la simple possession de certains livres pouvait coûter la vie. Spinoza savait parfaitement les risques qu'il prenait, mais sa soif de vérité était plus forte que sa peur des conséquences. La rupture devient inévitable. Les dirigeants de la communauté juive d'Amsterdam tentent d'abord de le raisonner, puis de l'acheter. Ils lui offrent une pension confortable en échange de son silence. Mais comment peut-on acheter le silence d'un homme pour qui la vérité est plus précieuse que la vie elle-même? Spinoza refuse catégoriquement. Le 27 juillet 1656 restera à jamais gravé dans l'histoire de la pensée humaine. Ce jour-là, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonne l'une des excommunications les plus terribles jamais prononcées. Les mots hébreux retentissent comme un glas,
qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit dans son coucher et dans son lever, dans sa sortie et dans son entrée. Mais savez-vous ce qui rend cette excommunication si particulière? Elle ne se contente pas de bannir Spinoza de la communauté religieuse. Elle interdit à quiconque de lui parler, de lui écrire, de l'aider d'une quelconque manière. C'est une mort sociale complète, une tentative d'effacer purement et simplement son existence. Pourtant, loin de le briser, cette excommunication libère Spinoza de ses dernières chaînes. À partir de ce moment, Baruch devient Benedictus. Il latinise son prénom, symbole de sa nouvelle vie consacrée entièrement à la philosophie. Il quitte Amsterdam pour s'installer dans de petites villes de Hollande, vivant modestement du polissage de lentilles optiques. Cette profession n'est pas un hasard. Quel métier pourrait mieux convenir à un homme dont toute la vie consiste à clarifier la vision, à rendre net ce qui était flou? Dans sa solitude volontaire, Spinoza développe une méthode révolutionnaire pour étudier les textes religieux. Au lieu de les aborder avec la révérence aveugle exigée par la tradition, il les examine comme n'importe quels autres documents historiques. Il recherche les contradictions, analyse le style, compare les différentes versions. Ce faisant, il invente littéralement la critique biblique moderne. Et que découvre-t-il? Que les textes qu'on présente comme directement inspirés par Dieu portent en réalité toutes les marques de leur époque et de leurs auteurs humains. Que les récits de la Genèse reprennent des mythologies beaucoup plus anciennes, adaptées aux besoins idéologiques des rédacteurs. Que l'histoire d'Adam et Ève n'est qu'une variation sur des thèmes universels que l'on retrouve dans toutes les cultures. L'innocence perdue, la conscience morale, la mortalité humaine. Mais Spinoza ne s'arrête pas à la critique. Il reconstruit, il propose une vision alternative. Si Adam n'est pas le premier homme au sens littéral, que représente-t-il vraiment? Pour Spinoza, Adam symbolise l'humanité à l'état de nature, avant le développement de la raison et de la civilisation. L'expulsion du paradis représente non pas une chute morale, mais une évolution nécessaire, le passage de l'innocence animale à la conscience humaine. Cette interprétation était révolutionnaire à plus d'un titre. Elle suggérait que l'humanité n'était pas déchue d'un état de perfection originelle, mais qu'elle évoluait progressivement vers plus de connaissance et de sagesse. Elle impliquait aussi que les différences entre les peuples s'expliquaient par leurs conditions historiques et géographiques, non par une quelconque malédiction divine. Pendant les 20 années qui suivent son excommunication, Spinoza développe ses intuitions dans ses œuvres majeures, mais il le fait avec une prudence extrême, conscient des dangers que représentent ses idées. La plupart de ses écrits ne seront publiés qu'après sa mort, et encore de manière anonyme. Car Spinoza sait très bien que ses idées sur Adam et l'origine de l'humanité ne sont qu'un aspect d'une remise en question beaucoup plus vaste de tous les fondements de la civilisation occidentale. La méthode révolutionnaire de Spinoza. Comment peut-on révolutionner la pensée humaine? Spinoza nous donne la réponse. En développant une méthode si rigoureuse, si logique, qu'elle rend impossible de continuer à croire aux anciennes illusions. Mais quelle était exactement cette méthode qui terrorisait tant les autorités de son époque? Tout commence par un principe apparemment simple, traiter les textes religieux exactement comme n'importe quels autres documents historiques. Cela peut nous paraître évident aujourd'hui, mais imaginez le scandale que représentait une telle approche au XVIIe siècle. Comment osait-il appliquer à la parole de Dieu les mêmes critères qu'à un traité de philosophie ou un récit historique profane? Spinoza développe ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode historico-critique. Il commence par examiner les langues dans lesquelles ont été rédigés les textes originaux. Il découvre que l'hébreu biblique contient des anachronismes flagrants, des mots qui n'existaient pas à l'époque où les événements sont censés s'être déroulés. Comment Moïse aurait-il pu décrire sa propre mort ou mentionner des lieux qui n'existaient pas de son vivant? Mais l'analyse linguistique n'est que le début. Spinoza s'intéresse ensuite au contexte historique de la rédaction.
il découvre que les textes bibliques portent les traces évidentes des préoccupations politiques et sociales de leurs véritables auteurs. Le récit d'Adam et Ève, par exemple, reflète les obsessions d'une société patriarcale obsédée par les questions de généalogie et d'héritage. Prenez l'histoire du fruit défendu. Pourquoi cette obsession pour un interdit alimentaire ? Spinoza y voit le reflet des innombrables interdits alimentaires qui structuraient la société hébraïque ancienne. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente symboliquement l'émergence de la conscience morale, le moment où l'humanité primitive développe des concepts éthiques complexes. Cette lecture symbolique permet à Spinoza de résoudre de nombreuses contradictions qui tourmentaient les théologiens de son époque. Pourquoi Dieu aurait-il créé l'humanité parfaite, puis aurait-il permis qu'elle tombe ? La question ne se pose plus si l'on comprend que le récit décrit non pas un événement historique unique, mais un processus universel, l'évolution de la conscience humaine. Mais la méthode de Spinoza va encore plus loin. Il ne se contente pas d'analyser les textes, il les replace dans le contexte plus large de ce que nous appellerions aujourd'hui l'anthropologie comparative. Il remarque que tous les peuples ont des récits sur leurs origines, et que ces récits présentent des similitudes frappantes. L'histoire du déluge, par exemple, se retrouve dans des dizaines de cultures différentes. Cela suggère-t-il que tous ces peuples ont vécu le même événement catastrophique, ou plutôt que l'esprit humain tend naturellement à créer certains types de récits pour expliquer des phénomènes universels? Spinoza penche clairement pour la seconde hypothèse. Pour lui, les mythes religieux sont des productions naturelles de l'imagination humaine, confrontées à des questions qui dépassent sa compréhension immédiate. Nos ancêtres ne possédaient pas les outils scientifiques pour expliquer l'origine de l'humanité, la diversité des langues, les catastrophes naturelles. Ils ont donc créé des récits qui donnaient un sens symbolique à ces mystères. Cette approche permet à Spinoza de développer une théorie remarquablement moderne de l'évolution culturelle. Selon lui, l'humanité progresse graduellement d'un état de superstition vers un état de connaissance rationnelle. Les premiers hommes, confrontés à des phénomènes qu'ils ne comprenaient pas, ont développé des explications mythologiques. Ces explications ont été progressivement systématisées en religions organisées. Mais le développement de la raison permet maintenant de dépasser ces explications primitives pour accéder à une compréhension plus précise de la réalité. Appliquée au récit d'Adam, cette théorie produit des résultats fascinants. Adam ne représente pas un individu historique spécifique, mais l'humanité à ses débuts, quand elle vivait encore dans un état de relative simplicité. Le paradis terrestre symbolise cette époque primitive où les humains, comme les animaux, suivaient leurs instincts naturels sans se poser de questions complexes sur le bien et le mal. La chute représente alors non pas une dégradation, mais au contraire un progrès, l'émergence de la conscience morale, de la capacité à distinguer entre différentes possibilités d'action. Cette conscience s'accompagne certes de souffrance, c'est le prix de la complexité, mais elle ouvre aussi la voie vers des formes supérieures de bonheur fondées sur la connaissance et la sagesse. Cette interprétation révolutionnaire permet à Spinoza de résoudre l'un des problèmes les plus épineux de la théologie chrétienne, la question du mal. Si Dieu est parfait, pourquoi a-t-il permis l'existence du mal ? Pour Spinoza, cette question repose sur une prémisse fausse. Il n'y a pas eu de création parfaite suivie d'une corruption. Il y a seulement un processus naturel d'évolution, avec ses réussites et ses échecs, ses progrès et ses reculs. Mais comment Spinoza pouvait-il être si sûr de ses interprétations ? Sa méthode reposait sur un principe fondamental, la cohérence logique. Toute interprétation qui conduisait à des contradictions devait être rejetée. Or, l'interprétation littérale du récit adamique conduisait à d'innombrables contradictions. Comment un couple unique aurait-il pu engendrer toute la diversité humaine ? Comment expliquer l'existence de peuples dans des régions du globe inconnues des auteurs bibliques ?
comment concilier l'idée d'une humanité récente avec les preuves d'une antiquité beaucoup plus grande que révélaient déjà les découvertes archéologiques de son époque. L'interprétation symbolique, au contraire, permettait de donner un sens cohérent à tous ces éléments apparemment contradictoires. Elle expliquait pourquoi des récits similaires se retrouvaient dans tant de cultures différentes. Elle rendait compte de la diversité humaine sans recourir à des explications surnaturelles. Et surtout, elle était compatible avec l'évolution des connaissances scientifiques, car Spinoza était parfaitement au courant des découvertes de son époque. Il correspondait avec les plus grands savants de son temps. Il savait que les observations astronomiques remettaient en question la chronologie biblique. Il savait que les voyages d'exploration révélaient l'existence de peuples dont les traditions ne correspondaient en rien au récit de la Genèse. Il savait que les progrès de l'anatomie et de la médecine suggéraient une complexité du corps humain incompatible avec l'idée d'une création instantanée. Toutes ces connaissances convergeaient vers une même conclusion. L'humanité avait une histoire beaucoup plus longue et complexe que ne le suggéraient les textes religieux traditionnels. Adam n'était pas le premier homme au sens littéral, mais le symbole littéraire de cette humanité primitive dont nous commencions à peine à entrevoir la véritable histoire. Cette conclusion n'était pas seulement intellectuelle pour Spinoza, elle avait des implications pratiques majeures. Si l'humanité n'était pas déchue d'un état de perfection originelle, alors le progrès était possible. Si les différences entre les peuples s'expliquaient par l'histoire plutôt que par la théologie, alors l'égalité fondamentale de tous les humains devenait évidente. Si la connaissance était un moyen d'améliorer la condition humaine plutôt qu'un danger spirituel, alors il fallait encourager l'éducation et la recherche. L'explosion, l'excommunication et ses conséquences. Imaginez que vous ayez consacré votre vie entière à chercher la vérité et qu'un beau matin on vous déclare mort civilement pour cette seule raison. C'est exactement ce qui arrive à Spinoza le 27 juillet 1656. Mais que se passe-t-il réellement dans l'esprit d'un homme de 23 ans quand sa propre communauté le bannit à jamais? L'excommunication de Spinoza n'est pas une simple sanction religieuse. C'est l'une des plus sévères jamais prononcées par la communauté juive d'Amsterdam. Écoutez les termes de cette malédiction qui résonne encore dans l'histoire. Maudit soit-il le jour, et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Pourquoi une telle violence? Parce que les dirigeants de la communauté comprennent parfaitement les implications des idées de Spinoza. Si Adam n'est pas le premier homme, si la Bible peut être critiquée comme n'importe quel autre texte, alors toute l'autorité religieuse s'effondre. Comment maintenir l'obéissance des fidèles si les textes sacrés deviennent de simples productions littéraires humaines? Mais il y a une raison encore plus profonde à cette excommunication exceptionnelle. La communauté juive d'Amsterdam vit dans un équilibre précaire. Composée principalement de réfugiés de l'Inquisition ibérique, elle jouit d'une tolérance relative des autorités néerlandaises, mais cette tolérance reste fragile. Si les idées de Spinoza se répandent, si elles inspirent d'autres remises en question des textes sacrés, ne risquent-elles pas d'attirer l'attention hostile des autorités chrétiennes? La peur n'est pas injustifiée. À cette époque, contester la véracité historique de la Bible revient à saper les fondements mêmes de la civilisation occidentale. Car si Adam n'a pas existé, qu'advient-il de la doctrine du péché originel? Et si le péché originel n'existe pas, pourquoi aurait-on besoin de rédemption? Et sans rédemption, quelle justification reste-t-il au christianisme? Spinoza est parfaitement conscient de ces implications. C'est précisément pourquoi ces idées sont si dangereuses. Il ne se contente pas de critiquer des détails secondaires de la doctrine religieuse. Il s'attaque au fondement même de tout l'édifice théologique occidental. Et il le fait avec une logique si rigoureuse qu'il devient impossible de réfuter ses arguments sans abandonner complètement la méthode rationnelle. Le jour de son excommunication, que ressent Spinoza?
Les témoins de l'époque rapportent qu'il accueille la sentence avec un calme parfait. Certains y voient de l'indifférence, d'autres de la résignation. Mais ne serait-ce pas plutôt un soulagement? Car cette excommunication libère Spinoza de ses dernières obligations envers les autorités traditionnelles. Désormais, il peut consacrer sa vie entière à la recherche de la vérité, sans avoir à ménager aucune susceptibilité religieuse. Cette liberté nouvelle se paie évidemment très cher. Spinoza perd du jour au lendemain sa famille, ses amis, son réseau social, ses perspectives économiques. Il devient un paria, un homme que plus personne n'a le droit d'approcher. Mais paradoxalement, cette solitude forcée va se révéler extrêmement féconde. Privé des distractions de la vie sociale, Spinoza peut enfin se consacrer entièrement à l'élaboration de son système philosophique. Il quitte Amsterdam pour s'installer d'abord à Rijnsburg, puis à Voorburg, enfin à La Haye. Il choisit des petites villes où il peut vivre dans l'anonymat relatif, gagnant modestement sa vie en polissant des lentilles optiques. Cette profession n'est pas choisie au hasard, elle correspond parfaitement à sa philosophie. De même qu'il polit les lentilles pour améliorer la vision physique, il polit les concepts pour améliorer la vision intellectuelle. Dans cette solitude volontaire, Spinoza développe une méthode de travail d'une rigueur exceptionnelle. Il se lève tous les jours à la même heure, consacre ses matinées à la réflexion et à l'écriture, ses après-midi à la correspondance avec les savants de son époque. Cette discipline monastique lui permet de produire une œuvre d'une cohérence et d'une profondeur remarquables. Mais surtout, elle lui permet d'approfondir ses réflexions sur l'origine de l'humanité. Libéré des contraintes de l'orthodoxie religieuse, Spinoza peut maintenant explorer toutes les implications de ses intuitions sur Adam et la création. Et ces implications s'avèrent révolutionnaires. Si Adam n'est qu'un symbole, que devient la notion de vérité révélée? Pour Spinoza, il n'existe qu'une seule source de vérité fiable, la raison humaine appliquée à l'observation de la nature. Les textes religieux peuvent contenir des vérités, mais seulement dans la mesure où ils correspondent à ce que la raison peut découvrir de manière indépendante. Cette position implique une révolution complète dans la manière de concevoir la connaissance. Au lieu de partir de textes considérés comme infaillibles pour interpréter la nature, il faut partir de l'observation de la nature pour interpréter les textes. Cette inversion de méthode aura des conséquences incalculables sur le développement de la science moderne. Appliquée à la question des origines humaines, cette méthode produit des résultats saisissants. Au lieu de chercher à faire correspondre les découvertes scientifiques aux récits bibliques, Spinoza propose d'abandonner complètement ces récits quand ils contredisent l'observation rationnelle. Si les preuves suggèrent que l'humanité est beaucoup plus ancienne que ne le prétend la chronologie biblique, alors c'est cette chronologie qu'il faut réviser, pas les preuves. Si les observations anatomiques suggèrent une parenté entre l'homme et les autres animaux, alors il faut accepter cette parenté au lieu d'invoquer une création spéciale. Si la diversité des langues et des cultures suggère une évolution graduelle plutôt qu'une dispersion soudaine après Babel, alors c'est l'évolution graduelle qu'il faut retenir. Ces conclusions, Spinoza les développe dans ses œuvres majeures, mais toujours avec une prudence extrême. Il sait que ses idées sur Adam ne sont qu'un aspect d'une remise en question beaucoup plus vaste de tous les fondements de la civilisation occidentale. Publier trop ouvertement ses idées risquerait non seulement de lui coûter la vie, mais aussi de compromettre leur diffusion future. C'est pourquoi la plupart de ses écrits les plus audacieux ne seront publiés qu'après sa mort, et encore de manière anonyme. Le traité théologico-politique, où il développe sa critique de la Bible, paraît sans nom d'auteur. L'éthique, où il expose son système philosophique complet, ne sera publié qu'en 1677, après sa disparition. Mais même cette prudence ne suffit pas à protéger Spinoza des attaques. Dès la publication du traité théologico-politique en 1670, l'ouvrage est interdit dans la plupart des pays européens. Les autorités religieuses, tant protestantes que catholiques, comprennent immédiatement le danger que représentent ces idées.
Si Spinoza a raison sur Adam, sur quoi d'autre pourrait-il avoir raison? La réaction est d'une violence inouïe. Spinoza est accusé de tous les maux, athéisme, matérialisme, immoralisme. On va jusqu'à l'accuser d'être un agent secret des jésuites, chargé de saper le protestantisme de l'intérieur. Ces accusations peuvent nous faire sourire aujourd'hui, mais elles révèlent la terreur que suscitent ces idées chez les gardiens de l'orthodoxie. Car au fond, ces gardiens ont parfaitement raison d'avoir peur. Les idées de Spinoza sur Adam et l'origine de l'humanité sont effectivement révolutionnaires. Elles sapent les fondements même de l'autorité religieuse traditionnelle. Elles ouvrent la voie à une conception entièrement naturelle de l'humanité et de son histoire. Elles anticipent les découvertes scientifiques qui ne seront confirmées que des siècles plus tard. Mais paradoxalement, c'est peut-être l'excommunication qui permet à ces idées de survivre et de se développer. En chassant Spinoza de la communauté juive, les rabbins d'Amsterdam le libèrent de toute obligation envers les autorités religieuses traditionnelles. En le forçant à vivre en marge de la société, ils lui donnent la liberté intellectuelle nécessaire pour développer une vision entièrement nouvelle de l'humanité et de ses origines. Sans cette excommunication, Spinoza serait peut-être resté un réformateur modéré, cherchant à concilier la tradition avec la modernité. Mais grâce à elle, il devient un révolutionnaire absolu, capable de remettre en question les présupposés les plus fondamentaux de sa civilisation. Et c'est ainsi que ces idées sur Adam, nées dans la douleur de l'exclusion, finissent par transformer notre compréhension de ce que signifie être humain. La vérité cachée, l'analyse révolutionnaire de la Genèse. Que se passe-t-il quand un génie applique les méthodes de la logique pure à des textes considérés comme sacrés depuis des millénaires? Spinoza nous offre une démonstration magistrale de cette démarche révolutionnaire. Mais préparez-vous, ce qu'il va découvrir dans la Genèse va bouleverser tout ce que vous croyiez savoir sur nos origines. Spinoza commence son analyse par une question apparemment simple. Qui a réellement écrit les premiers livres de la Bible? La tradition attribue le Pentateuque à Moïse, mais cette attribution résiste-t-elle à un examen rigoureux? Prenez le Deutéronome, censé contenir les derniers discours de Moïse. Comment ce dernier aurait-il pu décrire sa propre mort et sa sépulture? Comment aurait-il pu écrire « Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse ». Cette phrase implique clairement qu'elle a été rédigée bien après la mort du prophète. Mais les anachronismes ne s'arrêtent pas là. Le texte de la Genèse mentionne des lieux qui n'existaient pas à l'époque d'Abraham, des peuples qui ne s'étaient pas encore établis dans leurs territoires historiques, des institutions qui ne seraient créées que des siècles plus tard. Comment expliquer ces contradictions si l'on maintient l'inspiration divine directe? Spinoza propose une explication beaucoup plus simple et logique. Les textes bibliques ont été compilés et rédigés par des auteurs humains à des époques diverses, en utilisant des sources orales et écrites antérieures. Cette hypothèse, scandaleuse à l'époque, est aujourd'hui universellement acceptée par les spécialistes de la Bible. Mais imaginez le choc que représentait une telle affirmation au XVIIe siècle. Cette approche historico-critique permet à Spinoza d'aborder le récit d'Adam avec un regard complètement nouveau. Au lieu de chercher à défendre coûte que coûte la véracité historique de ce récit, il peut maintenant l'analyser comme ce qu'il est réellement. Une création littéraire humaine, reflétant les préoccupations et les connaissances de ses auteurs. Et que révèle cette analyse? Que l'histoire d'Adam et Ève reprend des thèmes mythologiques universels que l'on retrouve dans de nombreuses cultures. L'idée d'un âge d'or originel, d'une chute causée par la transgression d'un interdit, d'une expulsion du paradis, se retrouve avec des variantes dans les mythologies grecques, mésopotamiennes, égyptiennes. Cela suggère-t-il que tous ces peuples ont conservé le souvenir d'événements historiques réels? Ou plutôt que l'esprit humain tend naturellement à créer certains types de récits pour expliquer des questions universelles? Spinoza penche clairement pour la seconde hypothèse. Pour lui, le mythe adamique est une tentative primitive pour répondre à des questions que se posent tous les êtres humains.
D'où venons-nous? Pourquoi souffrons-nous? Pourquoi mourrons-nous? Pourquoi devons-nous travailler pour survivre? Nos ancêtres, ne possédant pas les outils scientifiques nécessaires pour répondre à ces questions, ont créé un récit symbolique qui donnait un sens à ces mystères. Cette interprétation permet de résoudre de nombreuses difficultés que pose le récit littéral. Prenez la question de l'inceste. Si Adam et Ève sont les seuls parents de l'humanité, leurs enfants n'ont d'autre choix que de s'unir entre eux. Comment concilier cette nécessité avec l'interdiction de l'inceste que proclament par ailleurs les textes bibliques? La contradiction disparaît si l'on comprend qu'Adam et Ève représentent symboliquement l'humanité primitive dans son ensemble, non pas deux individus historiques spécifiques. De même, comment expliquer que Caïn, après avoir tué Abel, soit chassé vers le pays de Nod, où il trouve une épouse et fonde une ville? Si Adam et Ève sont les premiers humains, d'où viennent tous ces autres peuples? Là encore, l'interprétation symbolique résout la difficulté. Caïn représente un type humain particulier, le nomade violent, et son histoire illustre les tensions entre différents modes de vie. L'agriculture sédentaire d'Abel contre le nomadisme de Caïn. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il remarque que le récit de la Genèse contient en réalité deux versions différentes de la création, qui se contredisent sur des points essentiels. Dans la première version, Genèse 1, l'homme et la femme sont créés simultanément, à l'image de Dieu, et reçoivent ensemble la mission de dominer la création. Dans la seconde version, Genèse 2, Adam est créé en premier, puis Ève est tirée de sa côte pour lui servir de compagne. Ces contradictions ne sont pas des détails mineurs. Elles révèlent que nous avons affaire à des traditions différentes, fusionnées par un rédacteur tardif qui n'a pas voulu choisir entre elles. Cette découverte confirme l'hypothèse de Spinoza, selon laquelle les textes bibliques sont des compilations humaines, non des révélations uniformes dictées par Dieu. L'analyse linguistique renforce encore cette conclusion. Spinoza, excellent hébraïsant, remarque que le mot Elohim, utilisé pour désigner Dieu dans le premier récit de la création, est un pluriel. Faut-il en déduire que les anciens Hébreux étaient polythéistes, plutôt que cette forme grammaticale reflète l'évolution de leur conception religieuse, depuis un polythéisme primitif vers un monothéisme sophistiqué? Cette évolution se reflète aussi dans le nom d'Adam lui-même. En hébreu, Adam signifie simplement homme ou humanité. Il ne s'agit donc pas à l'origine d'un nom propre désignant un individu particulier, mais d'un nom commun désignant l'espèce humaine dans son ensemble. Cette étymologie confirme l'interprétation symbolique. Adam représente l'humanité primitive, pas un ancêtre individuel de tous les humains. De même, le nom d'Ève signifie « vivante » ou « mère des vivants ». Il s'agit là aussi d'une fonction symbolique plutôt que d'une identité historique. Ève représente le principe féminin de la vie, la capacité reproductrice qui permet la continuation de l'espèce. Le récit selon lequel elle est tirée de la côte d'Adam exprime symboliquement l'unité fondamentale de l'espèce humaine, au-delà des différences de sexe. Cette lecture symbolique permet aussi de mieux comprendre l'épisode du fruit défendu. Pourquoi Dieu aurait-il interdit à ses créatures de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Si l'on prend le récit au pied de la lettre, Dieu apparaît comme un tyran jaloux, craignant que ses créatures ne deviennent trop intelligentes. Mais si l'on comprend que cet épisode décrit symboliquement l'émergence de la conscience morale chez l'humanité primitive, tout s'éclaire. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente le développement de la capacité éthique, la faculté de distinguer entre différentes possibilités d'action et d'en évaluer les conséquences morales. Cette capacité est le propre de l'humanité développée, par opposition à l'humanité primitive qui suivait simplement ses instincts naturels sans se poser de questions éthiques complexes. La chute d'Adam et Ève représente donc non pas une dégradation, mais au contraire un progrès, l'accession de l'humanité à la conscience morale.
Certes, cette conscience s'accompagne de souffrances, c'est le prix de la complexité, mais elle ouvre aussi la voie vers des formes supérieures de bonheur fondées sur la connaissance et la sagesse. Cette interprétation révolutionnaire permet à Spinoza de transformer complètement la signification du mythe adamique. Au lieu d'y voir le récit d'une perfection perdue, il y lit l'histoire d'un progrès accompli. Au lieu d'une humanité déchue qu'il faudrait racheter, il découvre une humanité en évolution qu'il faut accompagner vers plus de connaissance et de sagesse. Cette vision optimiste de l'évolution humaine s'oppose diamétralement aux doctrines religieuses traditionnelles, qu'elles soient juives ou chrétiennes. Elle suggère que l'humanité n'a pas besoin de rédemption externe, mais qu'elle porte en elle-même les ressources nécessaires à son perfectionnement. Elle implique aussi que les différences entre les peuples s'expliquent de par leur degré d'évolution culturelle, non par des malédictions ou des bénédictions divines. Ces conclusions, Spinoza les tire avec une rigueur logique implacable. Chaque étape de son raisonnement découle nécessairement de la précédente. Une fois admis que les textes bibliques doivent être interprétés selon les règles ordinaires de la critique historique, toutes les conséquences s'enchaînent inexorablement. Adam ne peut plus être considéré comme le premier homme au sens littéral, mais seulement comme un symbole de l'humanité primitive. Cette démonstration était d'autant plus dangereuse qu'elle était logiquement irréfutable. Les adversaires de Spinoza ne pouvaient la combattre qu'en refusant d'emblée l'application de la méthode rationnelle aux textes sacrés. Mais cette position devenait de plus en plus difficile à défendre face au progrès de la science et de l'érudition historique. C'est pourquoi les idées de Spinoza sur Adam, malgré la persécution dont elles furent l'objet, finirent par s'imposer progressivement. Elles préparèrent le terrain pour les découvertes scientifiques ultérieures sur l'origine de l'humanité. Elles anticipèrent les méthodes de la critique biblique moderne. Et surtout, elles ouvrirent la voie à une conception entièrement naturelle de l'histoire humaine, libérée des contraintes de la théologie traditionnelle. Si vous regardez ce contenu sur votre téléphone et que cette analyse révolutionnaire de Spinoza vous passionne, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces vérités cachées à plus de personnes. Et dites-nous dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et ces révélations sur Adam vous surprennent-elles autant qu'elles ont choqué l'Europe du XVIIe siècle? Vous venez de découvrir comment Spinoza a révolutionné notre compréhension des textes sacrés, mais savez-vous que ses idées les plus audacieuses n'ont été véritablement comprises qu'au XIXe siècle? Si vous aimez les histoires inspirantes qui changent le cours de l'humanité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, de quel pays nous regardez-vous? Et à quelle heure découvrez-vous cette vérité sur Adam? Si vous êtes sur votre téléphone, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces découvertes révolutionnaires. L'héritage secret, comment les idées de Spinoza ont survécu? Comment une vérité si dangereuse peut-elle survivre dans un monde déterminé à la détruire? L'histoire de la transmission des idées de Spinoza sur Adam ressemble à un roman d'espionnage intellectuel, où chaque livre devient un trésor caché, chaque lecteur un complice dans une conspiration contre l'ignorance. Imaginez la scène. Nous sommes en 1677, quelques mois après la mort de Spinoza. Dans une imprimerie clandestine d'Amsterdam, des hommes travaillent dans le plus grand secret pour publier les Opera Postuma, les œuvres complètes du philosophe maudit. Pourquoi ce secret? Parce qu'ils savent que ces livres contiennent des idées assez explosives pour faire trembler tous les trônes d'Europe. Parmi ces œuvres figure l'Éthique, cette cathédrale de la pensée où Spinoza développe sa vision complète de l'humanité et de ses origines. Mais aussi le traité politique, inachevé, et surtout des lettres où le philosophe expose avec une clarté saisissante ses vues sur la Bible et l'histoire d'Adam. Ces correspondances révèlent un Spinoza encore plus audacieux que celui des œuvres publiées de son vivant. Dans une lettre à son ami Hugo Boxel, Spinoza écrit avec une franchise désarmante « Quant aux histoires de la Genèse, je les tiens pour des paraboles ».
une parabole. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Pour Spinoza, Adam n'est pas plus historique que les personnages d'une fable de La Fontaine. C'est un personnage littéraire créé pour transmettre des vérités symboliques sur la condition humaine. Mais comment ces idées révolutionnaires vont-elles se transmettre dans une Europe dominée par l'intolérance religieuse? La réponse tient en un mot: clandestinement. Les œuvres de Spinoza circulent sous le manteau, copiées à la main, dissimulées dans de fausses reliures, transportées par des marchands complices. Chaque exemplaire devient un trésor précieux, jalousement gardé par des esprits éclairés qui comprennent sa valeur inestimable. Cette diffusion clandestine crée un phénomène fascinant, une internationale secrète des esprits libres, unis par leur adhésion aux idées spinoziennes. À travers l'Europe, des philosophes, des savants, des aristocrates éclairés se reconnaissent par des allusions discrètes à l'homme d'Amsterdam ou aux philosophes maudits. Ils forment un réseau invisible mais efficace pour préserver et transmettre l'héritage intellectuel de Spinoza. Prenez l'exemple de Pierre Bayle, ce huguenot réfugié en Hollande après la révocation de l'édit de Nantes. Dans son Dictionnaire historique et critique, publié en 1687, Bayle consacre un article apparemment neutre à Spinoza. Mais les lecteurs attentifs comprennent que cet article est en réalité une défense subtile des idées du philosophe. Bayle suggère habilement que les critiques de Spinoza contre l'interprétation littérale de la Bible sont peut-être fondées, que ces arguments méritent au moins d'être examinés sérieusement. Cette stratégie de diffusion indirecte se révèle remarquablement efficace. Au lieu d'affronter directement la censure, les disciples de Spinoza insinuent ses idées dans des ouvrages apparemment orthodoxes. Ils posent les bonnes questions sans donner explicitement les réponses subversives. Ils créent un doute méthodique qui prépare les esprits à accepter les conclusions révolutionnaires. C'est ainsi que l'idée selon laquelle Adam pourrait n'être qu'un symbole commence à germer dans les esprits cultivés de l'Europe. D'abord timidement, sous forme d'hypothèses prudentes, puis avec une audace croissante, à mesure que les découvertes scientifiques accumulent les preuves contre l'interprétation littérale de la Genèse. Car les sciences progressent à pas de géant au XVIIIe siècle. L'astronomie révèle l'immensité de l'univers et l'antiquité probable de la Terre. La géologie naissante découvre des fossiles qui semblent témoigner d'une histoire beaucoup plus longue que ne le suggère la chronologie biblique. L'anatomie comparée révèle des similitudes troublantes entre l'homme et les autres animaux. Toutes ces découvertes convergent vers une même conclusion. L'humanité a une histoire beaucoup plus ancienne et complexe que ne le prétendent les récits traditionnels. Mais qui ose tirer les conclusions logiques de ces observations? Qui a le courage de dire ouvertement ce que tous les savants commencent à penser secrètement? Les disciples cachés de Spinoza, bien sûr. Armés de sa méthode critique et de sa vision naturaliste de l'humanité, ils peuvent interpréter ces découvertes sans se heurter aux dogmes religieux. L'un des premiers à franchir le pas est Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon. Dans son Histoire naturelle, commencée en 1749, Buffon ose suggérer que la Terre pourrait être beaucoup plus ancienne que ne l'enseigne la Bible. Il évoque prudemment les époques de la nature, ces longues périodes durant lesquelles notre planète s'est formée et transformée. Sans mentionner explicitement Spinoza, Buffon applique sa méthode. Traiter la nature comme un livre qu'il faut déchiffrer selon ses propres règles, non selon les préjugés théologiques. Cette approche permet à Buffon de développer une théorie révolutionnaire sur l'origine de l'humanité. Pour lui, les différentes races humaines résultent de l'adaptation des populations primitives à des environnements variés. Cette explication naturelle de la diversité humaine rend inutile l'hypothèse d'une création spéciale ou d'une dispersion miraculeuse après Babel, et Adam devient superflu. L'humanité peut très bien s'expliquer par des processus naturels ordinaires. Mais Buffon reste prudent. Il n'ose pas contredire ouvertement le récit biblique. Il se contente de suggérer que les jours de la création pourraient être des époques de durée indéterminée,
que les processus décrits dans la Genèse pourraient correspondre à des phénomènes naturels. Cette stratégie lui permet d'éviter la censure tout en préparant les esprits à une vision plus scientifique des origines. D'autres penseurs se montrent plus audacieux. Denis Diderot, dans ses Pensées sur l'interprétation de la nature, 1753, suggère ouvertement que l'humanité pourrait avoir évolué à partir d'autres espèces animales. Cette idée, directement inspirée de Spinoza, anticipe de plus d'un siècle les théories de Darwin. Mais Diderot la présente comme une simple hypothèse philosophique, une expérience de pensée destinée à stimuler la réflexion plutôt qu'à établir une vérité définitive. Cette prudence n'empêche pas les autorités religieuses de réagir avec violence. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert est censurée, ses auteurs menacés d'arrestation. Mais le mal est fait. Les idées spinoziennes sur l'origine naturelle de l'humanité ont commencé à se répandre dans l'élite intellectuelle européenne. Elles préparent le terrain pour les révolutions scientifiques du siècle suivant, car c'est bien d'une révolution qu'il s'agit. En suggérant qu'Adam n'est qu'un symbole, Spinoza ne remet pas seulement en question un détail de l'exégèse biblique. Il ouvre la voie à une conception entièrement naturelle de l'humanité et de son histoire. Il libère la science de ses chaînes théologiques. Il permet aux savants d'étudier l'origine de l'homme avec les mêmes méthodes que celles qu'ils appliquent à l'étude des minéraux ou des plantes. Cette libération ne s'accomplit pas en un jour. Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour voir apparaître les premières tentatives vraiment scientifiques d'étudier l'évolution humaine. Mais quand ces tentatives voient enfin le jour, elles s'inscrivent clairement dans la lignée ouverte par Spinoza. Elles appliquent sa méthode, partir de l'observation de la nature pour comprendre l'humanité, au lieu de partir de textes religieux pour interpréter la nature. Prenez l'exemple de Jean-Baptiste Lamarck. Dans sa Philosophie zoologique, 1809, Lamarck propose la première théorie vraiment scientifique de l'évolution. Il suggère que toutes les espèces, y compris l'espèce humaine, se sont transformées graduellement sous l'influence de leur environnement. Cette théorie s'oppose directement au récit biblique de la création, mais Lamarck peut la défendre en s'appuyant sur 2 siècles de critique spinozienne des textes sacrés. Plus audacieuse encore, Lamarck ose aborder directement la question de l'origine de l'homme. Dans un passage célèbre, il écrit « Si l'homme ne se distinguait des animaux que par ses caractères d'organisation, on pourrait montrer qu'il possède une conformation particulière qui n'est due qu'aux circonstances de ses habitudes longtemps conservées par les individus de sa race. » Autrement dit, l'humanité pourrait très bien résulter d'une évolution naturelle à partir d'ancêtres animaux. Adam devient non seulement inutile, mais carrément impossible. Cette audace lui coûte cher. Lamarck est violemment attaqué par les autorités religieuses et même par certains de ses collègues scientifiques. Mais ses idées font leur chemin. Elles préparent l'opinion savante à accepter des théories encore plus révolutionnaires. Elles créent un climat intellectuel où la remise en question de l'histoire d'Adam devient non seulement possible, mais nécessaire. C'est dans ce climat que grandit un jeune naturaliste anglais nommé Charles Darwin. Formé à Cambridge dans un environnement encore largement dominé par la théologie naturelle, Darwin découvre progressivement les œuvres des naturalistes français influencés par Spinoza. Il lit Buffon, Lamarck, Geoffroy, Saint-Hilaire. Il comprend que ces hommes ont posé les bonnes questions, même s'ils n'ont pas toujours trouvé les bonnes réponses. Mais Darwin possède un avantage décisif sur ses prédécesseurs. Il dispose d'observations beaucoup plus nombreuses et précises. Son voyage sur le Beagle lui a permis d'observer la diversité du vivant à l'échelle planétaire. Il a pu constater de visu comment les espèces s'adaptent à leur environnement, comment elles se transforment d'une île à l'autre, d'un continent à l'autre. Ces observations lui donnent les preuves empiriques qui manquaient aux théories antérieures. Surtout, Darwin possède une méthode rigoureuse pour organiser ses observations. Cette méthode, il l'emprunte directement à Spinoza. Partir des faits pour construire des théories, non partir de théories pour sélectionner les faits.
Appliquer à l'étude de l'homme les mêmes critères de rigueur qu'à l'étude de n'importe quelle autre espèce. Refuser les explications surnaturelles tant que des explications naturelles restent possibles. Cette méthode permet à Darwin de formuler sa théorie de la sélection naturelle, puis de l'appliquer courageusement à l'origine de l'humanité. Dans La descendance de l'homme, 1871, il écrit sans ambiguïté « L'homme descend de quelques formes moins parfaitement organisées ». Plus de place pour Adam dans cette vision. L'humanité résulte d'un long processus évolutif. Elle n'a pas été créée instantanément par un acte divin. Cette conclusion révolutionnaire, Darwin peut la défendre parce qu'il dispose de 2 siècles de préparation intellectuelle. Depuis Spinoza, des générations de penseurs ont habitué les esprits à l'idée que les textes sacrés pourraient ne pas être historiquement exacts. Ils ont développé des méthodes pour étudier l'humanité sans référence aux dogmes religieux. Ils ont créé un climat intellectuel où la vérité scientifique peut enfin s'exprimer librement, même quand elle contredit les croyances traditionnelles. Mais cette victoire de la science sur le dogme ne s'accomplit pas sans résistance. La théorie de Darwin déclenche des polémiques d'une violence inouïe. L'évêque Wilberforce l'accuse de dégrader l'humanité au rang des animaux. Le cardinal Manning y voit un défi direct à la révélation divine. Ces réactions montrent que les adversaires de Darwin comprennent parfaitement les enjeux du débat. Si l'homme descend du singe, qu'advient-il de sa dignité spéciale? Si Adam n'a pas existé, qu'advient-il du péché originel et de la rédemption? Ces questions ne sont pas purement théologiques. Elles touchent au fondement même de la civilisation occidentale. Car si Spinoza et Darwin ont raison, si l'humanité résulte d'un processus naturel d'évolution, alors il faut repenser complètement notre conception de la morale, de la politique, de l'éducation. Il faut abandonner l'idée d'une nature humaine fixe créée par Dieu pour adopter une vision dynamique d'une humanité en constante évolution. Cette révision conceptuelle s'accomplit progressivement au cours des 19e et 20e siècles. Les sciences humaines naissantes, anthropologie, sociologie, psychologie, adoptent massivement une approche évolutionniste de l'humanité. Elles étudient les sociétés humaines comme des produits de l'évolution culturelle, non comme des déviations par rapport à un modèle divin originel. Elles analysent les religions elles-mêmes comme des phénomènes naturels, soumises aux mêmes lois d'évolution que les autres productions culturelles. Cette naturalisation des sciences humaines représente le triomphe posthume des idées de Spinoza sur Adam. En montrant que l'humanité peut s'expliquer entièrement par des processus naturels, elle rend superflue l'hypothèse d'une création spéciale. Elle confirme l'intuition du philosophe d'Amsterdam. Adam n'était pas le premier homme, mais seulement le symbole littéraire de l'humanité primitive. Mais cette victoire soulève aussi de nouvelles questions. Si l'humanité n'a pas d'origine divine spéciale, quelle est sa place dans l'univers? Si elle résulte d'un processus purement matériel, possède-t-elle encore une dignité particulière? Si ses valeurs morales ne sont que des produits de l'évolution, ont-elles encore une validité universelle? Ces questions que Spinoza avait commencé à explorer continuent de nous préoccuper aujourd'hui. Elles montrent que la révolution intellectuelle qu'il a initiée est loin d'être achevée. La science confirme Spinoza, les découvertes révolutionnaires. Pouvez-vous imaginer la stupéfaction d'un homme du XVIIe siècle s'il pouvait voir les preuves scientifiques dont nous disposons aujourd'hui sur l'origine de l'humanité? Spinoza avait raison au-delà de ce qu'il pouvait rêver. Mais comment la science moderne a-t-elle confirmé ses intuitions les plus audacieuses sur Adam et nos véritables origines? La première confirmation éclatante vient de la géologie naissante du XIXe siècle. Quand Georges Cuvier commence à étudier systématiquement les fossiles trouvés dans les couches terrestres, il fait une découverte qui ébranle tous les fondements de la chronologie biblique. Ces fossiles révèlent l'existence d'espèces animales complètement disparues qui ont vécu à des époques où, selon la Bible, seuls Adam et ses descendants auraient dû peupler la Terre. Mais plus troublant encore, certains de ces fossiles présentent des ressemblances frappantes avec l'anatomie humaine. Comment expliquer l'existence de ces hommes fossiles si Adam était vraiment le premier représentant de notre espèce? La question devient encore plus embarrassante quand on découvre que ces fossiles semblent beaucoup plus anciens que ne le permet la chronologie biblique traditionnelle. Prenez la découverte qui révolutionne tout. En 1856, dans la vallée de Neander en Allemagne, des ouvriers découvrent des ossements humains d'un type jamais vu.
Le crâne présente des caractères primitifs saisissants, arcades sourcilières proéminentes, front fuyant, mâchoire massive. Voilà l'homme de Néandertal, le premier représentant officiellement reconnu d'une humanité antérieure à Adam. Cette découverte déclenche des débats passionnés. Les partisans de l'orthodoxie biblique tentent d'abord de minimiser sa portée. Ils suggèrent que ces ossements appartiennent à un homme moderne, déformé par la maladie ou par une vie particulièrement rude. Mais les preuves s'accumulent. D'autres fossiles similaires sont découverts dans toute l'Europe. Il devient impossible de nier l'évidence. L'humanité a une histoire beaucoup plus ancienne que ne le suggère le récit de la Genèse. Mais ces découvertes paléontologiques ne sont que le début. La véritable révolution vient de l'anatomie comparée, cette science que développent des savants comme Étienne Geoffroy Saint-Hilaire et Richard Owen. En comparant systématiquement l'anatomie humaine avec celle des autres mammifères, ils découvrent des similitudes troublantes qui suggèrent une parenté réelle. Regardez le squelette humain à côté de celui d'un chimpanzé. Même nombre d'os, même organisation générale, mêmes articulations principales. Seules les proportions diffèrent. Comment expliquer ces ressemblances si l'homme a été créé spécialement par Dieu, indépendamment des autres animaux? L'explication la plus simple et la plus logique est celle que suggérait déjà Spinoza. L'humanité fait partie de la nature, elle n'en est pas séparée par un acte créateur spécial. Cette conclusion devient encore plus évidente quand on étudie l'embryologie comparée. Karl Ernst von Baer découvre que les embryons humains passent par des stades de développement remarquablement similaires à ceux d'autres mammifères. À certains moments de leur développement, ils possèdent même des structures qui rappellent celles de poissons ou de reptiles. Comment concilier ces observations avec l'idée d'une création humaine spéciale? L'explication évolutionniste s'impose progressivement. Si l'humanité descend d'ancêtres communs avec les autres mammifères, il est logique qu'elle conserve les traces de cette parenté dans son développement embryonnaire. Chaque individu humain récapitule en quelque sorte l'histoire évolutive de son espèce. Adam devient non seulement inutile, mais incompatible avec ses découvertes scientifiques. Mais la confirmation la plus spectaculaire des intuitions de Spinoza vient de la découverte de l'évolution elle-même. Quand Charles Darwin publie L'origine des espèces en 1859, il ne fait au fond qu'appliquer rigoureusement la méthode que Spinoza avait développée 2 siècles plus tôt. Expliquer les phénomènes naturels par des causes naturelles, sans recourir au surnaturel. Darwin montre que toutes les espèces vivantes, y compris l'espèce humaine, résultent d'un long processus de transformation graduelle. Cette transformation s'explique par des mécanismes naturels parfaitement compréhensibles. Variation, hérédité, sélection. Plus besoin d'invoquer des créations miraculeuses pour expliquer la diversité du vivant. La nature se suffit à elle-même. Appliquée à l'humanité, cette théorie produit des résultats révolutionnaires. Si l'homme descend d'ancêtres animaux par un processus graduel, alors il n'y a jamais eu de premier homme, au sens où l'entend la Bible. L'humanité est apparue progressivement, par accumulation de petites modifications sur des millions de générations. Adam devient une impossibilité logique. On ne peut pas identifier un moment précis où l'animalité se transforme en humanité. Cette impossibilité devient encore plus évidente quand on découvre les fossiles d'hominidés primitifs. Lucie, découverte en 1974 en Éthiopie, vit il y a 3,2 millions d'années. Elle présente un mélange fascinant de caractères humains et simiens. Bipédie comme nous, mais cerveau de la taille de celui d'un chimpanzé. Où placer Adam dans cette évolution graduelle? À quel moment nos ancêtres sont-ils devenus vraiment humains? Ces questions montrent que Spinoza avait vu juste. Adam n'est qu'un symbole, une façon commode de désigner l'humanité primitive dans son ensemble. Il ne correspond à aucune réalité historique précise. L'humanité n'a pas commencé avec un couple particulier, mais avec des populations entières, évoluant progressivement vers des formes de plus en plus humaines.
Cette vision populationnelle de l'évolution humaine reçoit sa confirmation définitive avec le développement de la génétique moderne. Quand Watson et Crick découvrent la structure de l'ADN en 1953, ils donnent aux biologistes un outil extraordinaire pour retracer l'histoire évolutive de notre espèce. Les gènes conservent en effet la mémoire du passé. Ils portent les traces de toutes les transformations subies par nos lignées ancestrales. Les analyses génétiques révèlent des vérités stupéfiantes sur nos origines. Tous les humains actuels descendent de populations africaines qui ont vécu il y a environ 200 000 ans. Mais ces populations n'étaient pas constituées d'un seul couple. Les généticiens estiment qu'il a fallu au minimum plusieurs milliers d'individus pour maintenir la diversité génétique que nous observons aujourd'hui. Cette découverte porte le coup de grâce final à l'histoire d'Adam et Ève. Il est génétiquement impossible que toute l'humanité descende d'un seul couple. La diversité génétique actuelle exige une origine populationnelle, exactement comme le suggérait l'interprétation symbolique de Spinoza. Adam et Ève représentent ces populations africaines primitives, non des individus historiques particuliers. Plus fascinant encore, l'ADN nous raconte l'histoire détaillée de nos migrations ancestrales. Il nous montre comment nos ancêtres sont sortis d'Afrique il y a environ 70 000 ans, comment ils ont colonisé progressivement l'Asie, l'Europe, l'Océanie et les Amériques. Cette histoire, écrite dans nos gènes, ne correspond en rien au récit biblique sur la dispersion de l'humanité après le déluge ou après Babel. Les analyses génétiques révèlent aussi nos liens de parenté avec les autres espèces. Nous partageons environ 98,8% de notre ADN avec les chimpanzés, 96% avec les gorilles, 93% avec les macaques. Ces pourcentages confirment ce que l'anatomie comparée avait déjà suggéré. Nous appartenons à la famille des grands singes. Nous n'en sommes pas séparés par une création spéciale. Mieux encore, les généticiens peuvent maintenant dater notre séparation d'avec les autres lignées de primates. Nos ancêtres se sont séparés de ceux des chimpanzés il y a environ 7 millions d'années. Cette datation confirme les découvertes paléontologiques. Les premiers fossiles d'hominidés, comme Toumaï découvert au Tchad, datent effectivement de cette époque. Toutes ces découvertes convergent vers la même conclusion. Spinoza avait raison sur toute la ligne. L'humanité n'a pas commencé avec Adam, mais résulte d'un long processus évolutif naturel. Elle n'a pas été créée spécialement par Dieu, mais descend d'ancêtres animaux par transformation graduelle. Elle n'est pas séparée du reste de la nature, mais en fait partie intégrante. Cette naturalisation complète de l'humanité représente l'une des plus grandes révolutions intellectuelles de l'histoire. Elle nous oblige à repenser complètement notre place dans l'univers. Nous ne sommes plus les enfants déchus d'un Dieu, mais les produits magnifiques d'un processus évolutif de plusieurs milliards d'années. Notre conscience n'est pas un cadeau divin, mais le résultat émergent de la complexification progressive de notre système nerveux. Cette vision peut sembler déprimante à ceux qui s'accrochent aux anciennes certitudes religieuses. Mais elle est en réalité profondément libératrice. Elle nous débarrasse du fardeau du péché originel. Elle nous montre que nous ne sommes pas condamnés par la faute d'Adam, mais libres de construire notre propre destin. Elle nous révèle que l'humanité n'est pas déchue d'un paradis perdu, mais en marche vers un avenir qu'elle peut elle-même façonner. C'est exactement la vision que Spinoza développait dans son éthique. Une humanité libre et responsable, capable de bonheur par la connaissance et la sagesse. Une humanité qui n'a pas besoin de rédemption externe parce qu'elle porte en elle-même les ressources de son perfectionnement. Une humanité qui peut regarder son passé évolutif sans honte et son avenir sans crainte. Les découvertes scientifiques modernes confirment cette vision optimiste. Elles nous montrent que l'évolution n'est pas terminée, que l'humanité continue de se transformer. Nos capacités cognitives se développent, nos connaissances s'accumulent, nos techniques se perfectionnent. Nous devenons progressivement les maîtres conscients de notre propre évolution.
Cette maîtrise s'accompagne évidemment de responsabilités nouvelles. Si nous ne sommes plus les créatures d'un Dieu, nous devenons responsables de nos propres choix évolutifs. Comment utiliser nos connaissances génétiques? Comment orienter notre évolution culturelle? Comment préserver la diversité qui fait notre richesse? Ces questions que ne pouvait pas imaginer Spinoza prolongent naturellement sa réflexion sur la condition humaine. Mais quelle que soit la réponse que nous leur donnerons, une chose est sûre, Adam n'était pas le premier homme. Cette vérité que Spinoza avait entrevue par la seule force de sa raison est maintenant établie de manière irréfutable par la science moderne. Elle nous ouvre des perspectives infinies sur ce que nous pouvons devenir, libérés des chaînes de la culpabilité originelle et armés de la seule force de notre intelligence créatrice. L'impact révolutionnaire. Comment Spinoza a changé le monde? Comment une seule idée peut-elle transformer l'ensemble de la civilisation humaine? L'affirmation de Spinoza selon laquelle Adam n'était pas le premier homme ne s'est pas contentée de révolutionner la théologie. Elle a déclenché une cascade de transformations qui continue de façonner notre monde aujourd'hui. Mais mesurez-vous vraiment l'ampleur de ce bouleversement? Commençons par le domaine le plus évident, la théologie elle-même. Pendant des siècles, toute la pensée chrétienne s'était construite autour du récit adamique. Adam le pécheur, Christ le rédempteur, cette symétrie structurait l'ensemble de la doctrine. Que devient cette doctrine si Adam n'a jamais existé? Si le péché originel n'est qu'une métaphore, si l'humanité n'est pas déchue d'un état de perfection originelle? Les théologiens du XVIIIe siècle commencent à mesurer l'ampleur du problème. Certains tentent d'abord de résister, de maintenir coûte que coûte l'interprétation littérale de la Genèse. Mais les preuves scientifiques s'accumulent inexorablement. Les fossiles d'hominidés primitifs, les preuves de l'ancienneté de la Terre, les découvertes de l'anatomie comparée, tout converge vers la conclusion spinozienne. Face à cette évidence, les théologiens les plus intelligents comprennent qu'ils doivent adapter leur doctrine ou la voir s'effondrer complètement. Ils commencent à développer des interprétations symboliques de la Genèse, reprenant sans toujours l'avouer les analyses de Spinoza. Adam devient le symbole de l'humanité primitive. La chute représente l'émergence de la conscience morale. Le paradis terrestre symbolise l'innocence de l'enfance de l'espèce. Cette révision théologique en entraîne d'autres. Si Adam n'a pas existé, faut-il maintenir la doctrine de l'Immaculée Conception? Si le péché originel n'est qu'une métaphore, quelle nécessité y a-t-il à la rédemption par le sacrifice du Christ? Si l'humanité n'est pas déchue mais en évolution, le salut ne consiste-t-il pas plutôt dans le progrès de la connaissance et de la sagesse? Ces questions divisent profondément les églises chrétiennes. Les conservateurs s'accrochent aux interprétations traditionnelles au prix d'un conflit permanent avec la science moderne. Les progressistes adoptent des positions de plus en plus proches de celles de Spinoza, au risque de vider leur religion de sa substance spécifique. Cette tension traverse encore aujourd'hui le monde chrétien. Mais l'impact des idées spinoziennes dépasse largement le domaine religieux. En naturalisant l'origine de l'humanité, Spinoza ouvre la voie à une révolution dans notre conception de la morale et de la politique. Si l'homme n'est pas créé par Dieu selon un plan préétabli, d'où viennent ses valeurs morales? Si sa nature n'est pas fixée une fois pour toutes, comment organiser la société? Ces questions se posent avec une acuité particulière au siècle des Lumières. Les philosophes de cette époque découvrent dans Spinoza une alternative à la morale religieuse traditionnelle. Au lieu de fonder l'éthique sur des commandements divins, ils peuvent maintenant la fonder sur l'étude scientifique de la nature humaine. Au lieu de considérer les institutions politiques comme des créations divines, ils peuvent les analyser comme des constructions humaines perfectibles. Cette naturalisation de la morale et de la politique produit des effets révolutionnaires. Elle inspire les théoriciens du contrat social comme Rousseau, qui imaginent comment des hommes naturellement libres peuvent s'associer pour créer des sociétés justes. Elle nourrit les réflexions des encyclopédistes sur l'éducation,
conçue comme le moyen de perfectionner la nature humaine par la connaissance. Elle alimente les projets révolutionnaires de transformation sociale. Prenez l'exemple de la Révolution française. Quand les révolutionnaires proclament que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, sur quoi fondent-ils cette affirmation? Certainement pas sur la Bible, qui justifie plutôt les hiérarchies sociales. Ils la fondent sur une conception naturelle de l'humanité, directement inspirée de Spinoza et de ses disciples des Lumières. Cette conception implique que les différences sociales ne résultent pas de la volonté divine ou de fautes ancestrales, mais de l'organisation défectueuse de la société. Si tous les hommes ont la même nature fondamentale, les inégalités observées ne peuvent s'expliquer que par des causes sociales. Mauvaise éducation, institutions injustes, superstitions entretenues par les privilégiés. La révolution devient alors non seulement possible, mais nécessaire pour permettre à la nature humaine de s'épanouir librement. Cette logique révolutionnaire s'étend bien au-delà de la France. Elle inspire les indépendances américaines, les mouvements libéraux du XIXe siècle, les luttes ouvrières, les combats pour l'émancipation des femmes. Partout, elle fournit le cadre conceptuel pour penser la transformation sociale. Si l'humanité n'est pas fixée dans un ordre divin immuable, elle peut se réformer et se perfectionner indéfiniment. Mais cette naturalisation de l'humanité révolutionne aussi notre rapport à l'éducation et à la connaissance. Si l'homme n'est pas créé parfait puis déchu, mais au contraire en évolution constante, l'éducation devient l'instrument privilégié de son perfectionnement. Au lieu de chercher à retrouver une sagesse perdue, il s'agit de construire une sagesse nouvelle, adaptée aux découvertes de chaque époque. Cette conception dynamique de l'éducation inspire les grands pédagogues modernes. Pestalozzi, Froebel, Montessori, tous développent des méthodes fondées sur l'idée que l'enfant porte en lui des potentialités naturelles qu'il faut épanouir, plutôt que corriger. Cette approche s'oppose diamétralement à la pédagogie traditionnelle, centrée sur la répression des mauvais instincts hérités d'Adam. De même, cette conception transforme notre rapport à la science et à la technique. Si l'humanité n'est pas séparée de la nature par une création spéciale, mais en fait partie intégrante, alors l'étude scientifique de la nature devient un moyen de mieux comprendre l'humanité elle-même. La science cesse d'être une activité dangereuse qui risque de nous éloigner de Dieu pour devenir l'instrument privilégié de notre perfectionnement. Cette valorisation de la science inspire les grands projets des Lumières, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, les expéditions scientifiques du XVIIIe siècle, les créations d'académies et d'universités. Partout, l'objectif est le même, accumuler les connaissances pour améliorer la condition humaine. Cette ambition suppose que l'homme soit capable de progrès, qu'il ne soit pas condamné à répéter éternellement les erreurs d'Adam. Mais l'impact le plus profond des idées spinoziennes concerne peut-être notre conception de l'histoire elle-même. En montrant que l'humanité n'est pas déchue d'un âge d'or originel, Spinoza ouvre la voie à une vision progressiste de l'histoire humaine. Au lieu de déplorer un paradis perdu, il devient possible d'espérer un avenir meilleur. Cette vision progressiste révolutionne la philosophie de l'histoire. Au lieu de concevoir le temps comme une dégradation continue depuis Adam, les penseurs des Lumières imaginent un progrès graduel vers plus de bonheur et de sagesse. Condorcet rêve d'un perfectionnement indéfini de l'humanité. Kant imagine une histoire universelle guidée par la raison. Hegel développe une dialectique qui fait de l'histoire le processus même par lequel l'humanité prend conscience d'elle-même. Cette philosophie progressiste de l'histoire inspire les grands projets politiques modernes. Elle nourrit l'idéal démocratique. Si l'humanité progresse, il faut lui donner les moyens de participer à ses propres décisions. Elle alimente l'idéal socialiste. Si l'évolution est possible, pourquoi ne pas l'orienter vers plus de justice sociale? Elle justifie l'idéal révolutionnaire. Si l'histoire est un progrès, les révolutions peuvent accélérer ce progrès. Mais cette vision progressiste soulève aussi des questions redoutables. Si l'humanité évolue, vers quoi évolue-t-elle? Qui détermine la direction du progrès?
comment distinguer les vrais progrès des fausses évolutions? Ces questions traversent toute la modernité et trouvent des réponses parfois terrifiantes dans les totalitarismes du XXe siècle. Car la naturalisation de l'humanité inaugurée par Spinoza peut conduire à des dérives dangereuses. Si l'homme n'est qu'un animal évolué, ne peut-on pas le traiter comme tel? Si ses valeurs morales ne sont que des produits de l'évolution, ne peut-on pas les manipuler à volonté? Si sa nature n'est pas fixée par Dieu, ne peut-on pas la transformer artificiellement? Ces questions inquiétantes montrent que la révolution spinozienne n'a pas que des aspects positifs. Elles expliquent aussi pourquoi les idées de Spinoza continuent de susciter des résistances. Face aux dérives possibles d'une humanité entièrement naturalisée, certains préfèrent maintenir l'ancienne vision religieuse avec ses garde-fous transcendants. Le débat entre créationnistes et évolutionnistes, encore vif aujourd'hui, témoigne de cette tension persistante entre deux conceptions incompatibles de l'humanité. Pourtant, il serait injuste de rendre Spinoza responsable des dérives ultérieures de sa pensée. Lui-même avait développé une éthique rigoureuse, fondée sur la raison et la recherche du bonheur authentique. Il montrait comment l'humanité naturalisée pouvait néanmoins conserver sa dignité et ses valeurs. Sa vision n'était pas nihiliste, mais au contraire profondément humaniste. C'est cette dimension humaniste qu'il faut retenir de l'héritage spinozien. En montrant qu'Adam n'était pas le premier homme, Spinoza ne diminuait pas la grandeur humaine. Il la fondait sur des bases plus solides. Au lieu d'une dignité accordée par grâce divine, il proposait une dignité conquise par l'effort de la connaissance. Au lieu d'un bonheur promis dans l'au-delà, il montrait comment construire le bonheur dans cette vie même. Cette promesse de bonheur terrestre explique l'attrait durable des idées spinoziennes. Elle continue d'inspirer tous ceux qui refusent de se résigner au malheur présent au nom d'une récompense future hypothétique. Elles nourrissent l'espoir de tous ceux qui croient possible d'améliorer la condition humaine par l'effort collectif de la raison et de la science. C'est pourquoi la révolution inaugurée par Spinoza n'est pas terminée. Elle continue de transformer notre monde, parfois de manière visible, parfois de manière souterraine. Chaque découverte scientifique sur nos origines, chaque progrès de l'éducation, chaque avancée vers plus de justice sociale prologe son œuvre. Eldin n'était peut-être pas le premier homme, mais Spinoza fut certainement l'un des premiers à entrevoir ce que l'humanité pourrait devenir une fois libérée des chaînes de ses origines mythiques. Si vous regardez sur votre téléphone et que cette exploration révolutionnaire de l'impact de Spinoza vous fascine, un pouce en l'air nous aiderait énormément à faire connaître ces vérités transformatrices à plus de personnes. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. Et si ces révélations sur l'influence de Spinoza vous surprennent autant qu'elles ont bouleversé l'Europe des Lumières? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment une vérité peut survivre pendant des siècles, cachée dans l'ombre, attendant le moment parfait pour éclater au grand jour? Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent les secrets les mieux gardés de l'humanité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et à quelle heure découvrez-vous cette vérité sur Adam? Si vous êtes sur votre téléphone, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à faire connaître ces découvertes révolutionnaires à plus de personnes. Aujourd'hui, nous plongeons dans les derniers secrets de cette révolution intellectuelle qui a changé à jamais notre compréhension de ce que signifie être humain. L'héritage secret, la transmission clandestine des idées révolutionnaires. Avez-vous déjà imaginé ce que cela signifie de porter une vérité si dangereuse qu'elle pourrait vous coûter la vie? Pendant plus de 2 siècles après la mort de Spinoza, ces idées les plus audacieuses sur Adam et l'origine de l'humanité ont circulé dans l'Europe comme un feu souterrain, se transmettant de génération en génération par des canaux secrets, transformant silencieusement les esprits les plus brillants de chaque époque. Comment une idée peut-elle survivre à la persécution systématique de toutes les autorités établies?
La réponse se trouve dans l'histoire fascinante de la transmission clandestine du spinozisme, cette internationale secrète des esprits libres qui a préparé les révolutions intellectuelles des siècles suivants. Imaginez la scène. Nous sommes en 1720, dans la bibliothèque privée du comte de Boulainvilliers, l'un des nobles les plus cultivés de France. Derrière des reliures anonymes se cachent les œuvres complètes de Spinoza, recopiées à la main par des scribes discrets. Ces manuscrits circulent dans un cercle restreint d'initiés, philosophes, savants, aristocrates éclairés qui ont compris la portée révolutionnaire de ces textes interdits. Pourquoi ce secret ? Parce que posséder les œuvres de Spinoza équivaut encore à détenir de la dynamite intellectuelle. Ses analyses de la Bible, sa critique du récit adamique, sa vision naturaliste de l'humanité, remettent en question tous les fondements de l'ordre social établi. Les autorités religieuses et politiques comprennent parfaitement le danger. Si Adam n'a pas existé, si la Bible n'est qu'une œuvre littéraire humaine, sur quoi repose encore leur autorité? Cette compréhension du danger explique la violence de la répression. Les œuvres de Spinoza figurent sur tous les index des livres interdits. Les libraires qui les vendent risquent la prison, les lecteurs qui les possèdent s'exposent à l'excommunication ou à l'exil. Mais, paradoxalement, cette répression même stimule l'intérêt pour ces idées défendues. Rien n'attire plus les esprits curieux qu'une vérité qu'on leur interdit de connaître. C'est ainsi que se forme progressivement un réseau clandestin de diffusion des idées spinoziennes. Les manuscrits se recopient de main en main, se dissimulent dans de fausses reliures, se transmettent par des moyens détournés. Les marchands itinérants servent de courrier, les ambassadeurs transportent des messages codés, les correspondances savantes dissimulent des allusions discrètes aux philosophes maudits d'Amsterdam. Cette transmission clandestine crée un phénomène fascinant, une communauté intellectuelle secrète, dispersée à travers toute l'Europe, mais unie par l'adhésion commune aux idées révolutionnaires de Spinoza. Ces hommes se reconnaissent par des signes subtils, des références voilées, des formules codées. Ils forment une sorte de franc-maçonnerie philosophique dédiée à la préservation et à la diffusion de la vérité interdite. Prenez l'exemple de Pierre Bayle, ce huguenot réfugié en Hollande après la révocation de l'édit de Nantes. Dans son Dictionnaire historique et critique, publié en 1697, Bayle consacre un article apparemment neutre à Spinoza. Mais les lecteurs initiés comprennent immédiatement que cet article est en réalité une défense habile des idées du philosophe excommunié. Bayle suggère discrètement que les critiques de Spinoza contre l'interprétation littérale de la Bible méritent au moins d'être examinées sérieusement. Cette stratégie de diffusion indirecte se révèle remarquablement efficace. Au lieu d'affronter directement la censure, les disciples cachés de Spinoza insinuent ses idées dans des ouvrages apparemment orthodoxes. Ils posent les bonnes questions sans donner explicitement les réponses subversives. Ils créent un doute méthodique qui prépare les esprits à accepter des conclusions révolutionnaires. Voltaire maîtrise parfaitement cette technique. Dans ses Lettres philosophiques, 1734, il ne mentionne jamais explicitement les idées de Spinoza sur Adam, mais il développe une critique de l'intolérance religieuse qui s'en inspire directement. Il montre comment les différentes religions du monde racontent des histoires similaires sur leurs origines, suggérant implicitement que ces récits relèvent de la mythologie plutôt que de l'histoire. Cette approche comparative des religions, directement inspirée de la méthode spinozienne, produit des effets dévastateurs sur les certitudes traditionnelles. Si tous les peuples ont des récits sur leurs premiers ancêtres, si ces récits se ressemblent tout en différant sur les détails, ne faut-il pas en conclure qu'ils expriment des préoccupations humaines universelles plutôt que des révélations divines particulières? Diderot pousse cette logique encore plus loin dans l'Encyclopédie. L'article Adam qu'il rédige avec d'Alembert
présente apparemment le point de vue orthodoxe sur le premier homme, mais il multiplie les renvois vers des articles sur l'anatomie, comparée, la géologie, l'histoire naturelle, qui remettent subtilement en question la chronologie biblique. Le lecteur attentif comprend que les éditeurs de l'encyclopédie ne croient pas vraiment à l'historicité d'Adam. Cette méthode de subversion par renvoi croisé révèle le génie de la stratégie encyclopédiste. Au lieu d'attaquer frontalement les dogmes religieux, Diderot et ses collaborateurs accumulent les connaissances scientifiques qui rendent ces dogmes intenables. Ils laissent au lecteur le soin de tirer les conclusions logiques de cette accumulation. C'est exactement la méthode que Spinoza avait développée dans son traité théologico-politique. Montrer par l'érudition et la raison l'impossibilité de maintenir l'interprétation littérale des textes sacrés. Mais cette diffusion clandestine des idées spinoziennes ne se limite pas à la France. Elle s'étend à toute l'Europe cultivée. En Allemagne, Lessing traduit et commente discrètement les œuvres du philosophe hollandais. En Angleterre, les déistes comme John Toland développent des critiques de la Bible directement inspirées de ces méthodes. En Italie même, malgré la surveillance de l'Inquisition, des esprits audacieux comme Giambattista Vico élaborent des théories sur l'évolution des sociétés humaines qui doivent beaucoup aux intuitions spinoziennes. Cette diffusion européenne crée un phénomène remarquable, une convergence progressive des esprits éclairés vers des conclusions similaires sur l'origine de l'humanité. Sans se concerter explicitement, sans même toujours se connaître, les philosophes des différents pays européens aboutissent aux mêmes remises en question du récit adamique. Cette convergence montre la force intrinsèque des arguments spinoziens. Une fois qu'un esprit rigoureux les a examinés, il devient difficile de continuer à croire à l'historicité d'Adam. Cette évolution intellectuelle s'accélère considérablement au milieu du XVIIIe siècle. Les découvertes scientifiques s'accumulent. Les explorations géographiques révèlent la diversité des cultures humaines, les progrès de l'érudition historique multiplient les questions embarrassantes sur les textes bibliques. Dans ce contexte, les idées de Spinoza cessent d'apparaître comme des spéculations audacieuses pour devenir des hypothèses scientifiquement plausibles. C'est à ce moment que se produit un phénomène décisif, le passage de la clandestinité à la semi-publicité. Des auteurs comme Buffon osent publier ouvertement des théories sur l'ancienneté de la Terre qui remettent implicitement en question la chronologie biblique. D'autres, comme Diderot, suggèrent dans leurs œuvres publiées que l'humanité pourrait avoir évolué à partir d'autres espèces animales. Cette émergence progressive à la lumière ne se fait pas sans résistance. L'encyclopédie est censurée, ses auteurs menacés d'arrestation. Les œuvres de Buffon sont examinées par la Sorbonne, qui l'oblige à publier des rétractations prudentes. Mais le mouvement est lancé. Les idées spinoziennes sur l'origine naturelle de l'humanité ont acquis une légitimité scientifique qui rend leur suppression définitive impossible. Cette légitimation scientifique s'accompagne d'une transformation sociologique importante. Les idées de Spinoza cessent d'être l'apanage d'une élite intellectuelle pour commencer à se diffuser dans des couches plus larges de la société. Les salons parisiens bruissent de discussions sur l'ancienneté de l'homme. Les académies de province organisent des concours sur l'origine des langues et des sociétés. Les gazettes savantes publient des articles sur les découvertes archéologiques qui semblent contredire la Bible. Cette diffusion sociale élargie prépare le terrain pour les bouleversements révolutionnaires de la fin du siècle. Car si Adam n'a pas existé, si l'humanité n'est pas déchue d'un état de perfection originelle, alors les inégalités sociales ne peuvent s'expliquer que par l'organisation défectueuse de la société. Cette logique, héritée directement de Spinoza, nourrit les théories révolutionnaires de Rousseau, Condorcet, et finalement des acteurs de la Révolution française eux-mêmes. Quand les révolutionnaires proclament que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, ils ne font au fond qu'appliquer les conséquences politiques des analyses spinoziennes sur l'origine de l'humanité. Si tous les hommes ont la même nature fondamentale, s'ils ne sont pas divisés par des malédictions ou des bénédictions divines héréditaires,
alors l'égalité devient un principe rationnel incontestable. Cette politisation des idées spinoziennes marque un tournant décisif dans leur histoire. Elles cessent d'être de pures spéculations philosophiques pour devenir des outils de transformation sociale. Cette transformation s'accompagne évidemment de nouveaux risques. Les idées de Spinoza peuvent être instrumentalisées, déformées, utilisées à des fins qu'il n'aurait pas approuvées. Mais elles témoignent aussi de leur force révolutionnaire intrinsèque. Car au fond, en montrant qu'Adam n'était pas le premier homme, Spinoza ne faisait pas seulement œuvre de critique biblique. Il ouvrait la voie à une conception entièrement nouvelle de l'humanité et de son histoire. Une humanité non plus déchue, mais en évolution, non plus coupable, mais responsable, non plus soumise au destin, mais capable de forger son propre avenir. Cette vision, transmise clandestinement pendant des générations, finit par émerger au grand jour et par transformer le monde. L'histoire de cette transmission clandestine nous enseigne quelque chose d'essentiel sur la nature de la vérité. Les idées vraiment révolutionnaires ne peuvent pas être supprimées définitivement par la censure ou la persécution. Elles trouvent toujours des moyens de survivre et de se propager, parce qu'elles répondent à des besoins intellectuels profonds. La vérité sur Adam était trop importante, trop libératrice, pour rester indéfiniment enfouie dans des manuscrits secrets. Mais cette histoire nous enseigne aussi l'importance du courage intellectuel. Sans les hommes et les femmes qui ont pris le risque de préserver et de transmettre les idées dangereuses de Spinoza, nous vivrions peut-être encore dans l'ignorance de nos véritables origines. Ces héros anonymes de la liberté de penser méritent notre reconnaissance et notre admiration. Ils nous rappellent que la vérité ne triomphe jamais automatiquement. Elle a besoin de gardiens courageux pour la protéger et la diffuser. La révolution scientifique. Quand Darwin confirme Spinoza. Imaginez un instant que vous puissiez voyager dans le temps et annoncer à Spinoza, dans sa petite maison de La Haye, que ses intuitions les plus audacieuses sur l'origine de l'humanité seraient un jour confirmées par la science la plus rigoureuse. Quelle aurait été sa réaction en apprenant qu'un naturaliste anglais nommé Charles Darwin démontrerait, 2 siècles plus tard, que l'humanité descend effectivement d'ancêtres animaux, exactement comme il l'avait pressenti. Cette rencontre imaginaire entre le philosophe du XVIIe siècle et le biologiste du XIXe illustre l'une des plus extraordinaires confirmations de l'histoire des idées. Car Darwin ne se contente pas de valider les hypothèses spinoziennes. Il leur donne une base empirique si solide qu'elles deviennent irréfutables. Comment cette révolution scientifique s'est-elle accomplie et pourquoi a-t-elle pris si longtemps à voir le jour? Pour comprendre cette évolution, il faut d'abord mesurer l'état des connaissances scientifiques à l'époque de Spinoza. Au XVIIe siècle, les sciences naturelles en sont encore à leur balbutiement. La géologie n'existe pas, la paléontologie non plus, l'anatomie comparée reste rudimentaire. Les naturalistes disposent de quelques observations fragmentaires, mais ils n'ont pas encore les outils conceptuels, ni les méthodes rigoureuses pour construire une vision cohérente de l'histoire du vivant. Dans ce contexte, les intuitions de Spinoza sur l'origine naturelle de l'humanité relèvent encore largement de la spéculation philosophique. Certes, elles s'appuient sur une critique rigoureuse des textes bibliques et sur une méthode rationnelle exemplaire. Mais elles ne peuvent pas encore s'appuyer sur des preuves empiriques décisives. Il faut attendre les progrès de la science pour que ces intuitions deviennent des certitudes démontrables. Ces progrès s'accélèrent considérablement au XVIIIe siècle. Les grandes expéditions scientifiques révèlent la diversité extraordinaire du monde vivant. Les cabinets de curiosité accumulent des spécimens venus de tous les continents. Les premiers fossiles sont découverts et étudiés systématiquement. Toutes ces découvertes convergent vers une même conclusion troublante. La nature est beaucoup plus complexe et beaucoup plus ancienne que ne le suggèrent les récits traditionnels.
Buffon, dans son Histoire naturelle, commencé en 1749, est l'un des premiers à tirer les conséquences de ces observations. Il ose suggérer que la Terre pourrait avoir des millions d'années, que les espèces pourraient se transformer au cours du temps, que l'humanité elle-même pourrait résulter de processus naturels ordinaires. Ces hypothèses, directement inspirées de la méthode spinozienne, préparent le terrain pour les révolutions scientifiques du siècle suivant. Mais c'est au XIXe siècle que se produit la véritable révolution. Les découvertes